Tout le plaisir est pour moi de vous informer. Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité de 13h30 sur la télévision nationale congolaise, un journal qui part de la cité de l'Union africaine où s'est tenue la 43e réunion du Conseil de ministres. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour. Le compte rendu avec le ministre de la Culture. Le président de la République a rappelé que c'est depuis le mois d'octobre 2024 qu'il a entamé une série de visites d'itinérance à travers l'ensemble du territoire national. Ces visites effectuées dans les provinces de la Chopo, du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Tanganyika, du Haut-Ouélé, du Bas-Ouélé, ainsi que dans l'espace Grand Kasaï, lui ont permis une fois de plus de toucher du doigt les réalités du Congo profond. Elles ont constitué une occasion privilégiée de se rapprocher de nos populations, d'écouter leurs doléances et de prendre les mesures nécessaires et urgentes en rapport notamment avec la sécurité des personnes et de leurs biens, la porosité de certaines frontières et le sous-effectif des forces armées et de la police nationale affectés à leur sécurisation. La persistance des conflits intercommunautaires liés à la terre, aggravée par l'installation peu contrôlée de certains groupes ethniques étrangers. Le délabrement avancé des voies de communication, en particulier les routes de desserte agricole, facteur clé de la baisse de production, de l'enclavement, des centres de consommation et de la cherté de la vie. Le rythme observé dans la mise en œuvre du programme de développement local PDL 145 territoires, avec des taux d'exécution physique en deçà des attentes dans certaines zones. Et enfin, la nécessité urgente de construction et de modernisation des infrastructures socio-économiques de base, routes, centrales hydroélectriques et solaires, usines, stades, écoles, hôpitaux, etc. Dans le cadre de cette initiative d'itinérance, le président de la République a annoncé le début de la prochaine série qui partira de la province du Lualaba avant de se poursuivre dans le Congo central, dans l'espace Grand Bandundu et enfin dans l'espace Grand Équateur. Cette visite coïncidera avec la 12e conférence des gouverneurs convoquée par l'ordonnance numéro 25/187 du 28 mars 2025 prévue à Kolwezi du 10 au 13 juin 2025. Compte tenu de l'importance stratégique de ces déplacements pour la concrétisation des engagements, notamment en matière de progrès social, de santé publique, de voirie urbaine et d'infrastructures structurantes, il est impérieux d'assurer une coordination interministérielle rigoureuse afin d'atteindre les résultats escomptés. À la présidence de la République, le Ghana est l'un des 6 pays dont la candidature a été présentée pour briguer le poste de secrétaire de l'ONU Tourisme, un poste stratégique pour le continent africain. Voilà pourquoi le président John Mahama sollicite la voix de la République démocratique du Congo, pays ami. L'envoyé spécial du président ghanéen a été reçu hier vendredi pour remettre le message à son homologue congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo. C'est un reportage de Blandine Zovo. Le secteur mondial du tourisme se prépare à l'élection d'un nouveau secrétaire général. Les enjeux sont importants car le prochain dirigeant de cette agence spécialisée des Nations Unies aura la responsabilité de guider la politique touristique internationale pour la période 2026-2029. 6 pays ont présenté leur candidature, parmi eux le Ghana, pays de l'Afrique de l'Ouest, qui vient solliciter la voix de la République démocratique du Congo, pays ami, pour un tourisme engagé, durable et inclusif. Le conseil exécutif se tiendra à Madrid, en Espagne, le 29 et 30 mai 2025. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, les a rassurés
du soutien de la RDC. Nous avons, n'est-ce pas, un candidat africain qui est appuyé par l'Union africaine. C'est le seul candidat africain et le président a nous assuré de la support du Congo pour, n'est-ce pas, avoir une rotation juste de cette pause pour que l'Afrique aussi, pour la première fois, peut occuper cette position. Et pourquoi? Parce que aujourd'hui, le tourisme a devenu un atout de développement, de création d'emplois. Et nous voulons avoir quelqu'un qui peut avancer l'intérêt général de l'Afrique dans ce domaine du tourisme. Et c'est pourquoi nous sommes vraiment contents de l'appui fort de Monsieur le Président. Et avec cet appui, l'appui du reste des membres de cette organisation, nous pouvons pour la première fois, n'est-ce pas, avoir un candidat de l'Afrique. La candidature du Ghana sera portée par Mohamed Adam, un diplomate de carrière. Sa vision pour l'ONU Tourisme est axée sur le renforcement de l'organisation et la maximisation de la valeur pour les pays membres en promouvant le tourisme comme outil de croissance durable et de création d'emplois pour les jeunes. L'Organisation mondiale du tourisme est l'institution spécialisée des Nations unies chargée de promouvoir un tourisme responsable, durable et universellement accessible. Et puis, le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a échangé avec celui de la CENI. De quoi était-il question? Annie Balaka nous en parle dans ce reportage. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, accompagné du rapporteur Jacques Joly, a réceptionné le jeudi 8 mai 2025 le rapport annuel 2024-2025 ainsi que le rapport d'évaluation à mi-parcours de la Commission électorale nationale indépendante. Ces deux documents lui ont été remis en main propre par le président de la CENI, Denis Kadima. Le rapport annuel retrace l'ensemble des activités menées par la centrale électorale au cours de la période écoulée. Il est complété par un rapport d'évaluation à mi-parcours enrichi des recommandations concrètes visant à améliorer les futures procédures électorales. Selon Denis Kadima, ces recommandations portent sur plusieurs dimensions du processus électoral, notamment les aspects légaux, techniques et opérationnels. On a voulu le voir pour symboliquement lui remettre sa copie à lui. Mais en plus de ce rapport annuel qui porte sur nos activités, il y a un rapport d'évaluation. Nous avons eu des ateliers pour évaluer le processus électoral de 2021 à 2024. Nous appelons ça rapport d'évaluation à mi-parcours. Et là, il y a des recommandations par rapport aux améliorations des processus futurs. Et ce rapport a été imprimé et nous avons remis une centaine de copies au président de l'Assemblée nationale. Le contenu, c'est en fait la perspective de la CENI par rapport à ce qui doit être amélioré. Sachez que ça touche aux questions légales, techniques, opérationnel, il faut que tout le monde sache ce que la CENI pense et les autres acteurs jouent aussi leur rôle. Ils ont aussi sont en train d'examiner le processus parce que vous savez, quand on tient des élections, qu'on ne doit pas juste annoncer les résultats et croiser les bras, il faut aussi réfléchir sur les améliorations. Et ça, c'est notre effort pour améliorer le processus futur. Une centaine d'exemplaires imprimés du rapport ont été remis au président de la Chambre basse du Parlement pour une exploitation institutionnelle. Vital Kamerhe a salué la qualité du travail accompli par la CENI ainsi que le respect au délai institutionnel. Adopté en séance plénière à l'Assemblée, le projet de loi de ratification de l'ordonnance loi numéro 25/030 du 12 mars 2025 marque un tournant décisif pour le secteur culturel congolais. Pour la ministre Yolande Ebele, cette avancée historique jette les bases d'une véritable politique culturelle nationale. On en parle avec Jean-Pierre Ndolo Demazou et Fanny Malonga. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Yolande Elebe Mandembo, a présenté et fait adopter le jeudi 8 mai 2025 à l'Assemblée nationale le projet de loi de ratification de l'ordonnance loi numéro 25/030 du 12 mars 2025 portant principes fondamentaux relatifs à la culture et aux arts basés sur la politique culturelle nationale.
C'est dans ce contexte que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'intérêt qu'il accorde aux initiatives de mon ministère et des créateurs d'œuvres de l'esprit dans notre pays, a signé en date du 12 mars 2025 l'ordonnance loi citée ci-haut. Ce texte permet à la République démocratique du Congo de réviser sa conception de l'apport de la culture dans son développement et dote le pays d'un cadre juridique adapté à son identité culturelle et à ses besoins en matière de développement durable, économique, technologique et social. Cette avancée témoigne de la volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et du gouvernement de valoriser et de promouvoir l'identité nationale tout en affirmant la culture comme un levier de développement, de cohésion sociale et de soft power pour la République démocratique du Congo, tant sur la scène nationale qu'internationale. Renforcement du mécanisme de la stabilisation de l'économie, amélioration de la gouvernance et lutte contre le changement climatique en République démocratique du Congo, des sujets qui ont fait l'objet de la mission de la FMI. On en parle avec Chimène Dondo pour les détails. Les engagements pris par le gouvernement souminois dans le cadre de la première revue de programme de la facilité élargie de crédit et de la facilité pour la résilience et la durabilité en janvier dernier sont au cœur d'une mission d'évaluation du Fonds monétaire international FMI. Ce jeudi, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu dans son cabinet de travail Freddy Matungulu Mbuyamo, administrateur suppléant représentant la RDC au conseil d'administration de cette institution financière internationale, qui a annoncé que les équipes du FMI sont déjà à Kinshasa pour cette mission d'évaluation de la première revue. Nous, en tant que représentants du gouvernement congolais au conseil d'administration du Fonds monétaire, nous sommes venus pour travailler avec les autorités, pour nous assurer que les discussions se passent bien avec cette équipe technique du Fonds monétaire qui séjourne dans notre pays dans ce cadre. Parce qu'il va falloir qu'on attende la fin des discussions techniques qui ont lieu en ce moment. Et il y a un rapport formel qui sera fait à son Excellence Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, quand la mission se terminera. Je crois que cette présentation lui sera faite lundi ou mardi de la semaine prochaine. Mais d'une façon générale, je crois que les choses se passent, on peut dire, plutôt bien. Et nous, on a été satisfaits de la réaffirmation par Madame le Premier ministre, la détermination du gouvernement congolais de continuer à travailler de façon à maintenir le programme sur la bonne voie. Cette mission d'évaluation qui devrait se dérouler sans grande inquiétude permettra de renforcer le mécanisme de stabilisation de l'économie, d'amélioration de la gouvernance et de lutte contre les changements climatiques en RDC. Pour sa part, la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a réaffirmé sa détermination à mener des actions dans le sens de la bonne gouvernance, mais aussi à maintenir la stabilité économique du pays. La même délégation du FMI a cette fois-ci rencontré le ministre de Mines. Regardez. Rencontre stratégique entre le Fonds monétaire international et le ministère des Mines autour de la gouvernance du cobalt en RDC. La rencontre tenue en présence des représentants de la RECOMS et de la CTCPEM a porté principalement sur la gouvernance du cobalt, ressource stratégique pour la RDC et le monde. Le ministre des Mines Kizito Pakabomba Kapinga Mouloumé a présenté les efforts en cours pour améliorer la traçabilité, la transparence et la fiscalité du cobalt, notamment à travers l'opérationnalisation de l'entreprise générale du cobalt EGC et le renforcement du cadre réglementaire. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement congolais à faire du secteur minier un pilier de développement économique et de souveraineté nationale. Pendant les échanges, il était également question d'échanger sur la stratégie de suspension des exportations du cobalt brut. Kizito Pakabomba a précisé qu'il s'agit d'une stratégie de souveraineté économique et industrielle. Une évaluation de cette mesure sera faite après 3 mois de la mise en place de cette mesure de suspension avec un objectif visant à encourager la transformation locale du cobalt, créer des emplois et capter davantage de valeurs ajoutées au bénéfice du pays.
Le ministre des Mines a reconnu les défis à surmonter et a sollicité l'appui technique du Fonds monétaire international pour accompagner cette transition. De son côté, le chef de mission du FMI a salué la volonté des réformes exprimées par les gouvernements congolais, rappelant que le secteur minier joue un rôle clé dans la mobilisation de recettes publiques et dans la lutte contre les changements climatiques à l'échelle mondiale. Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération autour des enjeux liés à la gouvernance, à la fiscalité et à la transformation industrielle des minerais stratégiques. Autre rencontre, c'est celle avec le ministre des Mines du Congo-Brazzaville, Pierre Oba. Cette rencontre bilatérale a porté sur le renforcement des relations minières entre les deux pays voisins dans une perspective de coopération régionale approfondie. Et puis cette question, où en sommes-nous avec le projet d'électrification en milieu rural et périurbain? L'ANSER a réuni les parties prenantes pour faire le point. Cédric Kenina. Elle a pour mission de promouvoir l'accès à l'électricité et aux services énergétiques dans les zones rurales et périurbaines, dans un contexte où le taux d'électrification nationale demeure plus ou moins faible. Pour ce faire, l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain ANSER associe régulièrement les parties prenantes dans la revue et évaluation des projets, question de créer une synergie dans la matérialisation des dits projets. Les travaux ont déjà commencé. Nous sommes dans des réunions habituelles. Lorsque dans ce genre de projet on travaille, on doit régulièrement revenir chez le client pour discuter avec lui de la bonne marche du projet, notamment des concepts qu'on a et surtout de valider certains concepts, notamment les tests qui sont faits sur le terrain. Donc, les travaux ont déjà commencé. On est dans une réunion d'explication et d'évaluation, d'optimisation habituelle qu'on fait dans ce genre de projet. La vision de l'ANSER est d'atteindre l'électricité pour tous à l'horizon 2050, avec des paliers fixés à 30% d'accès en 2025, 62,5% en 2030 et un accès universel en 2040. Des objectifs portés par l'actuel comité de gestion sous le management de Cyprien Moussimar Ndeli. L'Union européenne est déterminée à soutenir le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, une délégation suédoise de l'Académie Folk Bernadotte est prête pour l'organisation des médiations au niveau des communautés dans la partie est de la RDC. Un condensé de Peggy Mukunda. Le renforcement des capacités institutionnelles, la médiation au niveau des communautés et l'organisation de coopératives intégrant les mobilisés et le jeune à risque, des sujets au cœur des échanges entre le coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDRCS, Jean Dédieu Désiré Ntangatita, et la délégation de l'Académie Folk Bernadotte conduite par Peter Eradi, chargé du DDR de cette agence suédoise pour la paix, la sécurité et le développement. Peter Eradi tient à tout prix renforcer la coopération et l'engagement de la Suède à accompagner le programme sous le leader du patron du PDRCS. Les deux parties ne jurent qu'à la restauration de la paix durable en RDC. Par ailleurs, Jean Dédieu Désiré Ntangatita était avec une délégation de l'Union européenne conduite par Ignacio Bourrul, chef d'équipe régionale du FPI Union européenne. Pour ces derniers, l'Union européenne est déterminée à appuyer la RDC par les billets du PDRCS dans le processus de restauration de la paix, la stabilisation et la cohésion sociale. Occasion pour Jean Dédié Désiré Ntangatita de présenter les urgences et les besoins prioritaires du programme. Deux mots sont revenus sur les différents discours de clôture de l'atelier de formation des agents de la police de circulation routière. Il s'agit du rajeunissement et de la compétence. La dite formation avait comme objectif la formation d'une police professionnelle. C'est ce que nous dit Cédric Kenina dans ce reportage.
Rajeunissement de la police des circulations routières. L'inspecteur général de la police nationale congolaise plaide pour le recrutement et la formation de 2 bataillons afin de renforcer les travaux de la PCR dans la ville-province de Kinshasa. L'heure est maintenant aux actes concrets et efficaces pour redresser et redorer l'image de notre police nationale congolaise et de la police des circulations routières en particulier. Vous êtes donc appelés à restaurer la confiance entre notre population et la police nationale congolaise, à travers un service respectueux, équitable et conforme au droit. Cette main tendue. L'heure est arrivée de couper cette main-là. Et la police de circulation routière comptera des handicapés qui manquent de main à cause de la main tendue. Faites attention. C'est dans ces cadres qu'une dizaine d'agents de la PCR de la ville de Kinshasa qui se sont distingués par leur comportement dans l'exercice de leurs fonctions ont été primés par l'inspecteur général de la police. Des postes téléviseurs et frigos ont été remis à ces derniers par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, afin de servir d'exemple aux autres. Pour le général Patience Mouchidiav, un rajeunissement et une bonne formation de la PCR résoudra certains défis auxquels est confrontée cette unité de la police. L'inspection générale de la police, qui œuvre pour le respect de lois et règlements de la République au sein de la police, est aussi au service de tout élément de la police qui se sentirait lésé dans son travail. Et puis, ce plaidoyer lancé par le CNPR dans le cadre de son rétablissement dans les droits redépendants. La décision de la justice portant réhabilitation de la Commission nationale de prévention routière dans ses droits et attributions régaliennes, saluée par l'ensemble du personnel de la CNPR. Pour le président de la Commission nationale de prévention routière, bienvenue, Mounia Soubi. L'acte posé par le Conseil d'État traduit la matérialisation de la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi d'offrir aux Congolais une bonne justice. Cette nouvelle est une occasion pour le comité de gestion de la CNPR et tous les personnels d'exprimer leur gratitude au vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba Gombo, pour son arrêté fixant la clé de répartition à la CNPR. Monsieur le vice-premier ministre, ministre des Transports, pour avoir rétabli l'ordre au sein de la Commission nationale de prévention routière, dans sa gestion financière, en nous signant la clé de répartition. Le peuple congolais qui était en train d'attendre que la Commission nationale de prévention routière puisse monter en puissance sur les implantations de panneaux et sur la signalisation, la destination de vos fonds que vous étiez en train de contribuer à travers vos achats de signes distinctifs et réflectifs. Aujourd'hui, tout cet argent-là est focalisé sur vous. Désormais, la production des signes distinctifs, de la signalisation, le recyclage des chauffeurs, l'implantation des panneaux de signalisation et la prévention routière sont une exclusivité de la CNPR en RDC. Dans un autre chapitre, le coordinateur national de la réserve armée de la défense a, sur instruction de sa hiérarchie, dépêché une délégation mixte constituée des officiers de son état-major et celui des Mobundo dans les provinces de Kinshasa, Kwango et Maïndombe. Les raisons dans ce reportage. Durant 6 jours, ces officiers et représentants des éléments Mobundo ont parcouru 3 provinces et visité 9 villages importants des éléments Mobundo. Cette délégation a eu des entretiens avec le chef de sécurité en Bankana, Kansogère, et la rencontre avec le commandant de la 11e zone de défense à Kenge, dans les villages de Baringa Matoko, Baringa Ngassi, Kichongo, Mbadi, Pont-Kwango, Bachogo dans la province du Kwango et Kisele dans la province de Maïndombe, Mfumunketo et Mampu dans la province de Kinshasa. Le chef de mission, le colonel Soupir Malumba, directeur des opérations civilo-militaires de la RAD, s'est adressé au Mobundo avec un message particulier du commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le message que nous vous apportons est celui de la paix. Se battre entre nous doit impérativement cesser. Dans la mobilisation générale du chef de l'État, il a dit que la guerre entre frères favorise l'ennemi. Et pour nous, l'ennemi, c'est le Rwanda. Le représentant de Mobundo a invité les siens enfouis dans les forêts à revenir pour se conformer à la loi.
À dater de ce jour, nous confirmons que les guéguerres entre nous ont cessé. Nous avons donné notre accord d'intégrer la RAD pour défendre le pays parce que notre ennemi commun, c'est le Rwanda. À partir de Kenge, nous ne voulons plus que les gens se retranchent dans les forêts. On n'autorise pas le viol, pas de vol. En cas d'infraction, la loi reste la loi. L'objectif à atteindre était de pacifier et sensibiliser les Mobondo à déposer les armes en vue d'intégrer la réserve armée de la défense. Les habitants de la commune de Ndjili, eux, sont appelés à s'approprier les infrastructures de base, à savoir routes, ponts, éclairage public et autres. C'est ce qui est sorti de la rencontre avec la notabilité de cette municipalité. Rodépanda. Avec plus de 442 000 habitants, pour 13 quartiers, la commune d'Ndjili, l'une des vieilles cités aménagées sous la colonie belge, voit ses routes rénovées sous l'impulsion du président de la République, Félix Tshisekedi. Nous remercions Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir matérialisé sa promesse. Et à Ndjili, nous voyons des infrastructures qui poussent. Cette municipalité abritant les institutions du district de la Tchangou attend accueillir le président de la République ainsi que la première ministre Judith Souminois pour l'oreille attentive aux désidérata des Ndjilois, confie le notable Joseph Nsalambi. Les Ndjilois dire au chef de l'État merci pour avoir nommé une première ministre, Madame Judith Souminois Toulouka, qui soutient sa vision. Les chefs de l'État et attendu encore à Ndjili. Les Ndjilois rencontré la première ministre pour déposer notre cahier de charge. Dans la foulée, la population de Ndjili est appelée à s'approprier les travaux d'aménagement et de réhabilitation des avenues Luemba, Maître Croquet et autres infrastructures de base de leur juridiction. Ces échanges entre notabilités ndjiloises ont fait mention du moratoire du président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Papi Matezelo, sur la vente de terres et surtout les projets de route de dessert agricole Yanda, Nsanda, Relia, Ndjili, Alukungamputu. Tenez bon, l'aéroport international de la Luano à Lubumbashi a un nouveau bâtiment sorti de terre. Cette bâtisse va abriter les programmes nationaux de l'hygiène aux frontières et la quarantaine animale. C'est le gouverneur de province Jacques Kiaboula qui a procédé à la coupure du ruban symbolique, nous dit Sandra Nyangui. L'aéroport international de Luano, l'une des portes d'entrée de la province du Haut-Katanga, a vu sortir des terres un nouveau bâtiment moderne qui va abriter les bureaux du programme national de l'hygiène aux frontières et de la quarantaine animale pour le contrôle sanitaire adéquat des voyageurs, des animaux et autres. Une belle preuve de la matérialisation de la vision politique sanitaire du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la couverture santé universelle, matérialisée par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Dr Roger Kamba. Ce bâtiment flambant neuf d'un niveau, inauguré ici par le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué, en présence de plusieurs personnalités, tant politiques, administratives que sanitaires, sans oublier des agents et cadres du PNHF, du Haut-Katanga et ceux venus de Kinshasa, est le fruit d'un partenariat entre la Banque mondiale et le gouvernement congolais, mis en œuvre par l'OIM dans la droite ligne du projet de renforcement des systèmes régionaux de surveillance de maladies en Afrique centrale. Ces infrastructures auront un impact considérable sur la surveillance des maladies à potentiel épidémique. Un motif de satisfaction pour le coordonnateur provincial de l'hygiène aux frontières du Haut-Katanga, Patrick Ilunga Moumé, pour cette construction qui aura sans nul doute un impact significatif sur la lutte contre les maladies à potentiel épidémique. Permettez-moi de remercier Excellence Monsieur le ministre national de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, pour la matérialisation de la couverture santé universelle promue par le président de la République et ses orientations pour l'amélioration de la qualité des prestations sanitaires aux frontières. Après Lubumbashi, ce projet prévoit également la construction et la dotation en équipements et matériel en faveur de services de contrôle sanitaire à Kasumbalesa, deuxième point d'entrée du Haut-Katanga.
Toujours dans le Haut-Katanga, le lycée Chondo a vu sa toiture brûlée par un feu inconnu. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés. Regardez. C'est dans la nuit du 24 au 25 avril 2025 qu'un violent incendie s'est déclaré au lycée Chondo, emportant la toiture de l'établissement et causant d'importants dégâts matériels. Soucieux de l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves dans cette école conventionnée catholique, une délégation des élus provinciaux du Haut-Katanga, conduite par l'honorable Kabulomba Michel, président de l'Assemblée provinciale, s'est rendue sur les lieux pour constater les dégâts. Nous encourageons les sœurs, nous leur disons, les autorités de la province sont mobilisées pour cette question et je pense incessamment là, nous allons trouver une bonne solution. Après leur passage au lycée Chondo, la délégation s'est dirigée vers la vallée de Kafoubou où le dortoir du lycée Kwesou a été détruit par un vent violent. Là aussi, les conditions de vie des élèves se sont fortement détériorées. Très touché par ces événements, l'honorable Kabulomba Michel a tenu à réconforter les élèves et a promis l'implication de l'organe délibérant dans les efforts de réhabilitation des infrastructures scolaires endommagées par ces catastrophes naturelles. C'est un problème qui est arrivé, c'est un cas de force majeure, personne ne s'y attendait, c'est arrivé et nous allons nous y mettre pour qu'on vous retourne dans de bonnes conditions d'avoir été bien avant, n'est-ce pas? Vous voyez autour de nous, il y a des députés là, c'est-à-dire Kwesou. Nous espérons encore beaucoup. L'avenir de demain, quand vous venez de chanter dans votre île de l'école, l'avenir de demain, c'est vous. Continuez à étudier. Parmi vous, il y aura des gouverneurs d'âme. Parmi vous, il y aura des députés. Cette mission de terrain s'inscrit dans le cadre des actions parlementaires régulières que mènent les députés provinciaux en faveur des communautés locales. Et pour terminer, nous allons parler de la religion, plus précisément l'ordination à l'archidiocèse de Mbandaka-Bikoro. 2 diacres ont été ordonnés prêtres. C'était le dimanche 4 mai 2025. Mami Etaka nous retrace les faits. La cérémonie d'ordination presbytérale de ces 2 diacres, à savoir Floribert Mwamolanda et Joël Mwanza, a eu lieu à la paroisse Saint-Martyr de l'Ouganda, au cours de la messe dite par l'archevêque métropolitain de Mbandaka-Bikoro, Monseigneur Ernest Ngoko. Plusieurs autorités politico-administratives, tant nationales que provinciales, ont rehaussé de leur présence cette cérémonie riche en couleurs, dont le vice-gouverneur de province, Thomas Boyenge, le rapporteur adjoint du Sénat, l'honorable Jean-Claude Baïndé Etafeliko, ainsi que le représentant du ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, le conseiller politique Sombo. Dans son homélie, Monseigneur Ernest Ngoko a exhorté les fidèles à vivre selon l'exemple des apôtres qui étaient partis à la pêche toute la nuit, de persévérer dans leur foi au moment de détresse. Cela avant d'inviter les 2 diacres ordonnés ces jours de pratiquer en permanence une vie de sanctification et d'humilité. Le moment fort de cette célébration eucharistique fut l'ordination sacerdotale déroulée dans toutes ses étapes, en commençant par la litanie de saints, l'imposition de mains, la prière consécratoire, le port de chasuble et étole, et enfin l'application de l'onction de la Sainte Crème. Quelques mots de circonstance ont été prononcés, notamment par le représentant du ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, le conseiller Sombo, par le rapporteur adjoint du Sénat, l'honorable Jean-Claude Baïndé Etafeliko, et enfin par le vice-gouverneur Thomas Boyenge, représentant le gouverneur de province, Boloko Bolumbu Bobo. Et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise, un journal coordonné par Angèle Mabiala Landour, Rebecca Kikoumale, Maxime Ondrokwa et Chimène Dondo l'ont réalisé. Nzengele Assosa a assuré la partie technique. L'information continue sur nos antennes en français, en Swahili, Chiluba, Kikongo, Lingala. Excellente suite de programmes et bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.